Pardon, je dois sortir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, je propose de débuter par un petit quiz spécial incivilité. Quel est le comportement qui vous énerve le plus dans les transports en commun? Allez, petit florilège. Il y a évidemment le grand classique, ceux qui hurlent au téléphone. Ceux qui écoutent de la musique sans écouteurs, ça c'est plus récent. Ceux qui veulent absolument rentrer dans la rame sans vous laisser sortir, on vient de le voir il y a un instant. Et puis ceux bien sûr qui restent assis sur leur strapontin de manière très égoïste alors que la rame est bondée. Ok, j'avoue, c'est pas facile de choisir. Je vous laisse quelques minutes pour le faire avec le hashtag Parigo. Nous on se retrouve juste après la pub. Oh, je suis sûr que c'est une gonzesse. Au volant, la température monte rapidement. Bah, lève-toi, va la faire traverser la vieille pendant que tu y es. À tel point qu'on devient quelqu'un d'autre. Je rêve, elle a avalé un radar. Et cet autre, il pourrit la vie de pas mal de monde. Ah bon, alors toi, quand tu vois un stop, tu stoppes. Alors que faire face à ces incivilités qui se multiplient, et remettre les auteurs dans le droit chemin? J'ai pas bien entendu, là. Oui, le droit chemin. Bon, bah bien clairement, il y a du taf. On part de loin, là, quand même, hein. C'est ça, téléphoner. Alors t'avances! Et oui, les incivilités dans les transports, ce n'est pas que dans le métro ou le RER, c'est aussi, évidemment, aussi sur la route. Alors que faire face à ce manque évident de savoir-vivre? Et pourquoi certaines situations toutes simples nous rendent-elles complètement dingues? Comme par exemple, conduire une voiture, c'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Cette semaine, Parigo tente un pari fou. Vous vaccinez contre la rage au volant et vous réapprendre les bonnes manières lorsque vous descendez dans le métro. Et vous allez le voir, on part de très très loin. Exemple d'abord sur la route avec un premier reportage, porte d'Orléans. C'est bien connu, l'enfer, ce sont les autres. Mais comment expliquer qu'un agneau se transforme en loup une fois au volant? Et pourquoi tant d'agressivité sur le bitume? Entretien avec un docteur en psychologie. Dans le métro, point de répit, les incivilités y sont quotidiennes et de plus en plus nombreuses. Le chacun pour soi l'emporte dans les transports en commun. Reportage en caméra cachée. Alors là aussi, que faire pour retrouver calme, sérénité et savoir-vivre dans le train ou le RER? Les campagnes de sensibilisation sont-elles vraiment efficaces pour enrayer ce phénomène endémique? Entretien avec la SNCF. Dis donc toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Abruti, crétin, cocu, andouille! Selon un récent sondage de la sécurité routière, 57% des Français disent craindre les incivilités sur la route. Alors sommes-nous pour autant tous victimes ou quand même un peu coupables? Voyez ce reportage signé Valentine Poncy dans un Paris où clairement plus personne ne se supporte. Carrefour de la Porte d'Orléans, un jeudi matin à l'heure de pointe, des motards trop pressés, des cyclistes qui se faufilent et des piétons distraits, un florilège de ces incivilités quotidiennes qui peuvent faire monter la pression d'un cran. Les vélos qui passent à fond quand il y a des gens qui passent sur le passage piéton, voilà, ça m'énerve. Voilà. Les trottinettes, les motos, les vélos aussi. Ils vous coupent le passage et après ça commence les insultes, plein de trucs. Les automobilistes sont assez agressifs quand même, hein. Et plus ça va, plus c'est agressif. Refus de priorité, non-respect de la signalisation, les comportements dangereux augmentent. Selon une étude, 78% des automobilistes ne respectent pas les limitations de vitesse. Une trottinette sur 2 et un cycliste sur 3 grillent les feux. Et une majorité de piétons ne traversent pas sur les passages qui leur sont réservés. Sur la voie publique, nous sommes toujours plus nombreux et moins bien éduqués. Il y a peu de sanctions puisqu'il y a peu de police prête à sanctionner ce genre de comportement. On va sanctionner les comportements extrêmes et pas forcément les comportements du quotidien qui en fait empoisonnent la vie des Français. Et ce poison ne date pas d'hier. En 1957, grossièreté et agressivité au volant étaient déjà pointées du doigt. À peine assis au volant, regardez-vous. Vous n'êtes déjà plus le même. Vous démarrez sans vous occuper des autres et l'autre, vous l'envoyez dans le décor. Vous aviez tort, vous le savez, alors vous êtes grossier. Aujourd'hui, la violence est plus grande et souvent relayée sur les réseaux sociaux. Comme cette vidéo où Sandrine Rousseau s'interpose entre un chauffeur de taxi et un cycliste. Des altercations qui peuvent finir devant la justice.
On a de plus en plus d'incivilités qui dégénèrent, que ce soit en bagarre, que ce soit en course-poursuite avec à la clé des dommages qui peuvent être ou matériels ou corporels. On a de plus en plus de situations où on a le sentiment que les automobilistes perdent patience, sont souvent de plus en plus stressés et génèrent des comportements souvent à risque et particulièrement dangereux. Alors, chacun pourrait y mettre du sien. Ce serait tellement mieux. Bonjour Jean-Marc Bellet. Bonjour Bertrand. Vous êtes docteur en psychologie, spécialisé en sécurité routière. Alors ma première question sera toute simple. Pourquoi tant d'agressivité sur la route? Un chiffre, juste avant que vous ne répondiez, 65% des Français reconnaissent injurier les autres conducteurs sur la route. C'est quand même un chiffre assez colossal. Oui, la voiture, c'est particulier. La voiture, on est dans son petit cocon, on pense qu'on est protégé. Et on peut se permettre toutes sortes de libertés qu'on ne ferait pas en temps normal. Alors on commence donc en marmonnant entre les dents. Sale con, tu mets le clignotant à droite, tu vas à gauche. Après, on ouvre carrément la bouche en parlant fort. On ouvre la fenêtre dans un troisième temps pour se faire entendre. Et puis parfois, on descend du véhicule pour essayer d'en découdre avec l'autre qui, soi-disant, a fauté. Et ça se termine parfois également très mal, puisque nous avons eu, par exemple, à Paris, 6 morts ces 5 dernières années suite à des problèmes de gestion sur la route où l'un n'est pas content, l'autre descend, et puis ça se termine mal. Alors le problème est bien identifié, il l'est depuis les années 90, c'est ce qu'on appelle évidemment l'homo automobilis. Mais depuis qu'il a été trouvé, ce mal, on a du mal à le traiter quand même. Oui, le problème, c'est toujours le même. C'est un problème d'éducation de l'homme motorisé. On sait par exemple que l'automobile, il y a un espace interdit devant son capot et derrière. Et dès l'instant où quelqu'un vient, qui fait une queue de poisson, qu'il est donc dans son espace interdit, ou alors derrière qu'il colle au véhicule, il y a la montée épidermique et l'intéressé peut se laisser aller à toutes sortes de fantaisies, voire même jusqu'à provoquer donc un accident. Donc il y a des endroits qu'il ne faut pas toucher devant, derrière le véhicule. Alors il y a quelque temps, vous avez publié un ouvrage intitulé « Les hommes pilotent, les femmes conduisent ». C'était aux éditions de l'Harmattan. Ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux face à ce que les anglo-saxons appellent la road rage. Le comportement des femmes est éminemment exemplaire par rapport au comportement masculin qui, généralement, au bout de 4 ou 5 ans de pratique de la conduite automobile, se fait son code de la route perso. Et il est là, oui, d'accord, la République me dit de passer à 70. Moi, ça fait 10 fois que je passe là. Ma voiture, elle a ceci, elle a cela comme sécurité. Je peux passer à 80, 90. Alors, il y a aussi cette agressivité qui semble s'être décuplée ces dernières années, depuis la fin du confinement. Et puis la fin, surtout, du tout automobile. C'est vrai que l'automobile est restée reine pendant des années. Maintenant, on est en train de la pousser un petit peu hors des villes. Et oui, on ne tolère plus maintenant qu'un cycliste vienne et frôle sa voiture. Un cycliste coupe la route. C'est évident qu'on ne le tolère plus. Il ne faut pas oublier que la voiture reste un peu la seconde peau de l'automobiliste. Et dès qu'on y touche, ça va mal. Merci beaucoup, Jean-Marc Bellet, pour toutes ces précisions. Maintenant, on va descendre en sous-sol, là où il y a un petit peu moins de coups de klaxon intempestifs et d'insultes, mais où l'autre pose parfois tout autant de problèmes. C'est un reportage de Morgane Prévost. Dans la jungle du métro, elle ne fait presque jamais partie du trajet. La courtoisie. À chaque voyage, son lot d'usagers impolis. Il y a ceux qui restent assis sur le strapontin quand le métro est plein, qui ne replient pas leur trottinette ou qui écoutent en haut-parleur leur émission préférée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Quand les gens sont au téléphone, qui parlent fort, je trouve que ça, c'est pas agréable. On a tous nos problèmes et le fait d'entendre des gens parler à côté de soi super fort au téléphone, je trouve que ça dérange un peu. Les gens bougent pas trop, les gens essayent pas de trop libérer le passage. C'est plutôt les jours où je suis pas confrontée à des incivilités qui se comptent sur les doigts d'une main, on va dire. Pardon. Alors pour lutter contre ces comportements, la RATP déploie des agents dans certaines stations bondées. Elle lance aussi régulièrement des campagnes de sensibilisation, comme celle lancée en 2012 représentant les usagers indélicats en animaux. Un phacochère pour ceux qui mangent dans le bus, ils se reconnaîtront, et un âne pour ceux qui bloquent les portes après le signal sonore.
Mais rester poli quand on est mal ou pas assis relève parfois du défi. Pour les associations d'usagers, la surcharge du métro favorise les incivilités. Quand on est dans une situation où on a peut-être laissé passer déjà un ou deux métros et qu'on veut monter dans le troisième, eh bien, on peut être tenté de forcer un peu le passage. Donc c'est là où la RATP a une responsabilité justement de ne pas d'avoir une offre suffisante pour ne pas créer ces situations. Pour les femmes, à ce quotidien d'incivilité s'ajoutent parfois des actes sexistes. Selon le Haut Conseil, 100% des utilisatrices de transports en commun ont subi au moins une fois dans leur vie du harcèlement sexiste. Les transports en commun, finalement, c'est un des premiers lieux où se manifeste le début de la chaîne du continuum des violences. Le continuum des violences, où cette idée que la violence sexuelle et ou physique à l'égard des femmes commence par des gestes souvent jugés comme anodins, alors qu'en réalité, ils sont déjà des agressions. 9 femmes sur 10 adoptent des stratégies d'évitement comme changer de tenue. Le chemin est encore long pour que nos trajets du quotidien puissent être vraiment sereins. Bonjour Patrick Auvrel. Bonjour Patrick. Vous êtes directeur de la sécurité à SNCF Voyageurs, mais malgré tout, on va parler toujours des incivilités avec vous, un phénomène qui est en plein boom malheureusement sur votre réseau. Plus 57% d'incivilité sur les 4 premiers mois de l'année par rapport à l'année précédente. Comment on lutte face à tout ça? Est-ce que c'est le tout répressif ou la sensibilisation, la pédagogie? On joue sur les deux axes. L'axe préventif, des campagnes d'information. On fait des campagnes de médiation avec Île-de-France Mobilité. On a ce travail dans le contrat pour faire de la médiation. On a plus de 200 personnes qui tournent sur le réseau pour expliquer que ça gêne les autres et puis qu'il y a d'autres moyens de voyager plus tranquillement. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils sont à l'écoute, les gens? Je pense qu'il y a un bon dialogue qui s'installe. Et on voit, pour les fumeurs, par exemple, on a réussi à faire baisser le nombre de fumeurs dans les trains. Oui, les fameux fumeurs de la ligne P, qui avaient pourri la vie de beaucoup de voyageurs pendant des années. Tout à fait. Et bien voilà, par la discussion, par beaucoup de patience, on a réussi à faire en sorte qu'ils arrêtent d'embêter les autres voyageurs. Donc oui, c'est efficace, on y arrive, mais hélas, on constate quand même un nombre d'incivilités très important. Alors on ne le dit pas suffisamment, mais c'est vrai qu'on parle évidemment des usagers, des voyageurs qui sont évidemment victimes des comportements des autres. Mais il y a aussi votre personnel. Et au moment des opérations de contrôle, d'embarquement, contrôle à bord des trains, eh bien effectivement, nos personnels prennent ces incivilités, parfois des insultes. C'est 14 agressions par jour. Donc là, c'est les actes graves qui finissent par des accidents du travail. Ça représente un quart de nos accidents du travail. Et donc, quelle est la réponse face à tout ça, une fois de plus? On forme nos personnels dans des attitudes, dans la posture, dans l'échange. On leur demande de faire attention à eux-mêmes, de se protéger, de ne pas se mettre en risque. Vous les avez équipés de caméras piétons aussi pour certains? On les équipe tout à fait de caméras piétons qui permettent d'enregistrer en audio et en vidéo. Donc ça apaise naturellement les C'est choses? très efficace, très efficace. 96% des cas d'utilisation de la caméra piéton où notre contrôleur dit à partir de maintenant, notre conversation est filmée, est enregistrée, la relation devient très apaisée, dans 96% des cas. Donc oui, et on a plus de 2000 caméras qui sont déployées aujourd'hui sur le réseau. C'est effectivement très efficace. Merci beaucoup Patrick Auvrel pour toutes ces précisions. On termine donc cette émission sur une petite note d'espoir, car non, l'enfer, ce n'est pas toujours les autres, c'est aussi nous. Respectez les uns les autres, respectez votre voisin dans le métro ou dans le RER et évidemment sur la route. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Parigo s'achève, nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut.